BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Christian Fontaine depuis la rédaction du Revenu et Stéphane Van Nuffel en plateau pour Net Investissement. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cédric. Merci bonjour de répondre présent pour nous proposer un match ce matin entre le PER, comprenez le plan d'épargne retraite, et l'assurance vie. Pourquoi un tel débat, Christian ? Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, Cédric, si vous permettez, c'est un débat entre une vieille dame et un nouveau venu. Alors, la vieille dame... Je voudrais savoir qui est la vieille dame et qui est le nouveau venu. Enfin, je parlais entre vous et Stéphane, quoi. Vous l'avez deviné facilement. L'assurance vie, bien sûr, c'est la vieille dame, un placement vedette des Français depuis une vingtaine d'années. D'après les dernières statistiques de la Banque de France, l'assurance vie représente tout de même 38% des placements financiers des Français, 31% pour le fameux fonds en euros sécurisé et 7% pour les UC, les unités de compte, c'est le nom des fonds d'investissement en assurance vie. L'assurance vie, c'est quand même 1800 milliards d'euros, 75% du PIB, donc vous voyez, ça pèse. Ceci dit, c'est une vieille dame qui n'est plus tout à fait à la mode, puisque lorsqu'on regarde les flux d'épargne depuis le début de l'année, c'est vrai que les Français boudent un peu l'assurance vie. Ils n'effectuent pas plus de retraits qu'en 2019, mais ils ont effectué moins de versements. Donc d'un côté, une vieille dame, je dirais une institution du monde de l'épargne, mais qui a un petit peu perdu de sa superbe. En face, un genou en grande forme, créé par la loi Pacte donc de mai 2019, commercialisé uniquement depuis le 1er octobre 2019, soit un an. Et déjà à cette date, 210 000 contrats qui ont été souscrits avec des objectifs très ambitieux du gouvernement, puisque c'est 3 000 souscriptions attendues pour la fin 2022. Alors, pour répondre à votre question, Cédric, pourquoi ce match aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on est à la fin de l'année et le PER est un produit de défiscalisation. Et donc, il va être proposé essentiellement en cette fin d'année. Les produits anti-impôts, les produits à gomme fiscale sont proposés maintenant, puisque c'est plus vous versez tard, plus la durée entre le moment où vous versez et le moment où vous allez profiter de l'économie d'impôt sera réduite. Donc voilà autant de raisons pour instituer ce match entre deux vedettes, une vieille dame et un genou qui vient de rentrer sur le marché, Cédric. Stéphane, il faut réfléchir à opposer entre guillemets les deux ? C'est toujours le vieux débat qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que le PER, en tout cas dans son héritage du PERP, qui était l'ancienne version, c'est finalement un contrat d'assurance vie avec une option fiscale. Donc finalement derrière, on a la même structure, et c'est tout le débat qu'on veut avoir aujourd'hui avec Christian. C'est pas d'opposer, c'est finalement de comparer quelle est l'utilité de l'un par rapport à l'autre. Est-ce que finalement le débat, c'est pas est-ce qu'il faut faire l'un avec l'autre, à quel moment et comment. Donc il n'y a pas vraiment d'opposition, parce que là on parle de quelque chose. Ça veut dire, s'il n'y a pas vraiment d'opposition, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut faire un petit tableau, effacer et sourire, mettre d'un côté les atouts et les faiblesses de l'un, les atouts et les faiblesses de l'autre ? C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui est 8 fois plus gros que l'autre. En fait, l'assurance vie, c'est 1800 milliards, et l'épargne retraite en France, toute l'épargne retraite en France, c'est 220 ou 230 milliards, pardon. Donc en fait, on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment comparable en termes de taille. Mais ils n'ont pas le même âge, comme le rappelait. Non, ils n'ont pas le même âge. Le PER est finalement l'héritage, il ne faut pas l'oublier, depuis le 1er octobre. Donc en fait, il y a eu aussi beaucoup de transferts depuis le 1er octobre 2020, puisqu'on est sur la fin des contrats Madelin, des PERCO, des PERP, etc. Donc, quelque part, moi, je veux bien que ce soit le tout petit, tout nouveau, tout frais qui vient d'arriver, le tout genou. Enfin, le tout genou, il est quand même l'héritier d'une certaine génération qui, elle, n'a peut-être pas donné satisfaction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était tellement atomisé, tellement compliqué, enfin, pas compliqué, mais c'était des produits de niche à chaque fois pour telle et telle profession. Très complexe. Il y avait une multitude de produits avec une multitude de données à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est quoi les atouts et les faiblesses de l'assurance vie et les atouts et faiblesses du PER ? Alors, les atouts et les faiblesses. Alors, d'abord, il y en a un. Il y a un vrai sujet entre le PER et l'assurance vie, c'est la liquidité. Très clairement, il y a un vrai sujet sur la liquidité. L'assurance vie, quoi qu'on en dise, même si l'avantage fiscal est plus important et plus intéressant avec
une date de 8 ans dépassée, la liquidité d'une assurance vie, elle n'est pas du tout limitée. Il n'y a rien qui vous empêche de sortir de votre assurance vie. Le PER est un produit à tunnel, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un produit qui, normalement, sauf cas de force majeure, ne vous permet pas de sortir facilement. Donc là, premièrement, avantage, inconvénient de l'un et de l'autre, ben, l'avantage de l'un et l'inconvénient de l'autre, c'est vraiment cette notion de liquidité. Après, avantage, inconvénient, ben, ils ont tous les deux à aujourd'hui, et moi je veux vraiment appuyer là-dessus, parce qu'évidemment, je vous vois venir, l'avantage du PER par rapport à l'assurance vie, c'est la déductibilité fiscale, qui est une réalité, qui est un vrai attrait qui a été mis en avant par l'État, en tout cas sur la période de versement, parce que je vois Christian dans l'écran qui dodeline, donc je sais très bien ce qu'il attend. Non, mais c'est important. En revanche, parce que ça rentre pas dans les 10 000 € de plafond des niches fiscales, etc. Donc c'est un vrai avantage fiscal. En revanche, c'est pas ça qui est important. Important, aujourd'hui, l'avantage que les deux ont, ou en tout cas sur quoi un conseiller en gestion de patrimoine doit se pencher, c'est sur les modes de gestion de l'un et de l'autre. Je le redis, un PER est une assurance vie. Donc aujourd'hui, le PER moderne, c'est-à-dire le PER de 2020, il a les mêmes options de gestion que l'assurance vie. Avantages, inconvénients partagés, il faut foncer là-dessus. Christian, vous, vos atouts et faiblesses de l'un de l'autre? Pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, effectivement, l'une des grandes différences, c'est la liquidité. D'un côté, vous avez un placement, donc l'assurance vie, où vous pouvez récupérer votre mise à tout moment. Hein, on le répète, il faut le répéter, l'assurance vie n'est pas bloquée 8 ans. Le délai des 8 ans, c'est le délai, la durée du placement, la durée minimale du placement nécessaire pour profiter de la fiscalité la plus avantageuse. Donc d'un côté, vous avez un placement où votre argent n'est pas bloqué, il est disponible à tout moment, vous pouvez le récupérer en fonction de vos besoins. Et de l'autre, vous avez un placement, ce qu'on appelle un placement retraite. Et là, la loi est très claire, hein, l'argent est bloqué jusqu'à la date de liquidation de la pension du titulaire dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sauf cas de blocage, de déblocage anticipé, qui sont des cas un peu extrêmes, un décès, invalidité, ou alors un cas un peu plus classique, c'est pour acquisition de la résidence principale. Donc ça, c'est la principale, je dirais, différence, c'est cette liquidité que vous avez avec un placement et vous ne l'avez pas avec l'autre. En ce qui concerne la sécurité ou la performance, effectivement, comme vient de le rappeler Stéphane, ce sont, en fin de compte, le PER comme l'assurance vie sont des enveloppes fiscales. Donc ensuite, la sécurité et la performance, ça va dépendre du type de fonds que vous mettez à l'intérieur et du talent plus ou moins grand du gérant. Ensuite, l'autre grande différence, c'est bien sûr la fiscalité. Alors là, la fiscalité, il est très difficile, je dirais, de dire lequel l'emporte sur l'autre. Stéphane considère plutôt que la carotte fiscale à l'entrée est très intéressante. Il faut rappeler que c'est vrai que le PER, il y a cet avantage fiscal à l'entrée. Hein, en gros, dès que vous versez par exemple 1 000 €, si vous êtes taxé à 41%, ben, ça fait 410 € d'impôt en moins l'année du versement. Donc c'est quand même très significatif. Mais en contrepartie, vous êtes imposé à la sortie. Donc finalement, ce qui n'est pas le cas si vous vous débrouillez bien de l'assurance vie. Donc en fin de compte, le PER, il ne faut pas se laisser, je dirais, impressionner, voire embrumer un petit peu par l'avantage fiscal à l'entrée. Ce n'est qu'un décalage d'imposition dans le temps, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de cet avantage fiscal. Ce qui veut dire, c'est que il faut regarder vraiment dans les détails en fonction de votre profil pour savoir si, en fonction de votre situation personnelle, il faut mieux aller vers le PER ou l'assurance vie. La réponse est loin d'être simple. Ouais, juste sur cette question d'avantage fiscal, parce qu'il est à l'entrée ou à la sortie. C'est ça, c'est-à-dire que sur le PER, hein, et ouais. Certains au début ont dit il faut absolument le prendre à l'entrée, parce qu'au moins on sait qu'il est là aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Sauf que j'ai envie de vous dire que si on fait un produit d'épargne, c'est a priori pour qu'il y en ait plus à l'arrivée dedans qu'on en a mis au départ, et que j'ai envie de vous dire que j'aurais plutôt envie que mon avantage fiscal il soit sur le gros paquet de la fin que sur le petit paquet du début. Vous voyez les choses comment ? Alors moi je vois les choses de la façon suivante. La déductibilité, elle est sur les versements. Donc elle est plafonnée grosso modo pour les salariés à 10%, puis un peu plus pour les travailleurs non salariés. Donc la question c'est juste de savoir, Christian parle d'une fiscalité à la sortie qui sera une fiscalité sur des rentes qui sont globalement sur une grande partie, en tout cas si je reprends votre raisonnement Cédric, basée sur les gains que vous aurez généré pendant ces années. Donc le pari, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, c'est faire celui-ci. C'est quel est le global de la déductibilité que je vais avoir sur des versements
par rapport au global de la fiscalité que je vais avoir sur mes rentes et donc sur cette partie de gains que je vais cumuler. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, je résumerai différemment, parce que là, on ferait un pari sur l'avenir, et je suis d'accord avec vous, prenons ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on répète à nos clients depuis des années, la fiscalité étant extrêmement changeante en France. En revanche, très clairement, l'État ne fait pas un avantage fiscal, je le rappelle, pour tous les produits de défiscalisation, Cédric. C'est important pour les auditeurs. Vous n'avez pas un avantage fiscal pour vous enrichir. Vous avez un avantage fiscal à l'entrée en France pour qu'on oriente votre épargne vers un besoin que vous ne viseriez pas si vous ne le faisiez pas. Donc de toute façon, une rente de retraite, qu'elle soit retraite par répartition, immobilière, peu importe, elle sera, Cédric, fiscalisée au moment de votre retraite. La question, c'est comment je me constitue cette rente. Et aujourd'hui, l'avantage fiscal du PER va orienter les Français à passer de 230 milliards d'épargne retraite, peut-être à plus, si elle a les mêmes avantages de gestion que l'assurance vie, puisque finalement, la retraite des Français, elle sera faite par l'assurance vie en vrai. Hein, c'est ça qui se passe. Oui. Donc pourquoi parce que s'il y en a autant dans l'assurance vie, c'est aussi parce que les gens l'utilisent aujourd'hui d'ores et déjà. Exactement. Donc pourquoi ne pas profiter ? Parce que les rentes de retraite de l'assurance vie, elles sont fiscalisées également. Ouais. Donc en fait, pourquoi ne pas profiter ? Peut-être pas surtout, et on va venir sur le sujet de la dernière question, mais pourquoi ne pas profiter finalement de cet avantage fiscal à l'entrée ? Alors justement, quel produit du coup, Christian, on privilégie pour quel usage ? Ça, c'est vrai que c'est toute la question. Je dirais que tout dépend un peu de votre... D'abord, si vous faites partie des quelques 50% de Français quand même qui ne sont pas imposables, comme un peu sur le plan technique, le PER n'est pas une réduction, mais ni un crédit d'impôt, mais une déduction fiscale. En gros, si vous n'êtes pas imposable ou peu imposé, c'est-à-dire dans la tranche à 11%, mieux vaut privilégier l'assurance vie parce que de toute façon, je dirais que si vous ne payez pas d'impôts, même si vous avez un placement on ne peut pas payer moins que zéro. Bon, ça c'est pour la première chose. Ensuite, vous avez l'autre cas de figure extrême. Les gens qui sont taxés à 41 ou 45%, donc le taux de leur dernière tranche d'imposition à 41 ou 45%, eux profitent d'un effet de levier très important, puisqu'on le rappelle, pour un même montant de versement, si vous êtes taxé à 41%, si vous versez 1 000 € avant la fin de l'année sur un PER, vous allez économiser 410 €. Si vous êtes taxé à 11%, vous allez économiser 110 €. Donc, c'est pas la même petite musique. Donc, si vous êtes très fortement imposé, oui, le PER peut être très intéressant, surtout si l'avantage fiscal à l'entrée, donc les fameux 410 € d'impôts économisés, vous n'en profitez pas pour augmenter votre niveau de vie, c'est-à-dire que vous ne les dépensez pas, mais vous les placez. Et donc comme ça, je dirais que vous profiterez, vous allez investir une somme qui sera encore plus importante, qui ne sera pas de 1 000 €, mais de 1 000 € plus l'économie d'impôt. Donc l'effet de levier en bourse en cas de hausse des marchés financiers sera très significatif. Ensuite, vous avez l'autre cas qui concerne beaucoup de cadres, ceux qui sont taxés à 30%. Là, il faut creuser un tout petit peu. J'aurais tendance à dire que oui, le PER peut être intéressant à condition d'anticiper une baisse de votre imposition à la retraite. C'est-à-dire, en gros, vous êtes taxé aujourd'hui à 30% et vous savez que, parce que vous êtes plutôt dans le bas de la tranche, qu'à la retraite, vous serez plutôt taxé à 11%. Et donc, en fait, vous allez être gagnant, mais parce que votre économie d'impôt à l'entrée, elle va être calculée sur une base de 30%, tandis qu'à la sortie, vous ne serez taxé que sur une base de 11%. Voilà, donc c'est une réponse qui est loin d'être simple, PER ou assurance vie. Il faut creuser. Il y a quelques profils simples. Vous n'êtes pas taxé priorité à l'assurance vie, vous êtes très taxé priorité au PER. Et entre les deux, il faut voir et approfondir le sujet. Stéphane ? La réponse de Christian est une réponse extrêmement technique, donc bravo déjà, parce que clairement, là, on définit réellement sur un profil technique. Donc pour y apporter un complément... C'est pas une réponse de Normand, mais quelque part, il faut pas faire l'un sans l'autre, il faut faire l'un avec l'autre. Maintenant, pour donner quelque chose d'un peu plus concret. Au-delà de la fiscalité et au-delà de la tranche marginale d'imposition dont parle Christian, qui est déterminante, il y a aussi la structure familiale. L'assurance vie, c'est, on le dit toujours, la boîte à outils de la gestion de patrimoine. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Mais elle s'appelle pas assurance, elle s'appelle pas placement, elle s'appelle pas contrat placement, contrat rente, elle s'appelle assurance vie. Donc en fait, l'assurance vie, vous le faites avant toute chose pour vous protéger et pour transmettre. Donc en fait, déjà, si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'enfant, ou si vous n'avez pas envie de transmettre parce que vous avez déjà fait plein de choses à côté en démembrant des biens immobiliers, etc. C'est pas la peine de faire la pensée à votre retraite. En fait, on a en France cette culture de vouloir transmettre, protéger nos enfants. En fait, grosso modo, travailler toute notre vie pour qu'ils aient pas à le faire. Bon, en fait, profitez aussi de votre retraite. Donc, pour amener un petit sourire sur cette fin de choses, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter,
Faites un PER pour votre retraite et pour vous garantir que vous aurez une retraite dans 20 ou 30 ans. Je ne pense pas aux gens qui sont à la retraite dans moins de 10 ans, mais notre génération, mon cher Cédric, il faut qu'on commence à s'inquiéter. Le PER fait partie des outils qu'il faut utiliser et c'est très très important de le rappeler. On peut peut-être terminer juste pour un petit rappel, pour faire rimer les deux plutôt que de les mettre en opposition. C'est qu'on peut piocher pendant encore quelques temps dans son assurance vie pour alimenter son PER avec une petite carotte fiscale là aussi. Il y a une possibilité avec un plafond de 18 000 euros de mémoire, mais je suis pas convaincu qu'il faille le faire comme ça. Je pense qu'il faut surtout surveiller, mon cher. Si on a une assurance vie bien gavée. Oui, je suis d'accord avec vous. Déjà, commençons à regarder la 3e ou la 4e page de notre avis d'imposition et regardons les plafonds anciennement du PERP ou du LADELIN qu'on n'avait pas utilisé et qu'on pourrait utiliser pour combler cette année un maximum. Ça n'a rien à voir avec l'assurance vie, c'est ce qu'on avait déjà en réserve. Donc là, profitons de ça et fonçons. Et Cédric, je finis juste là-dessus. L'un comme l'autre aujourd'hui a une ouverture de gestion extrêmement large, tant sur le fonds euro avec le capital garanti dont parlait Christian, comme plusieurs centaines d'unités de compte, toutes sortes d'unités de compte plus ou moins risquées, permettant une gestion extrêmement pointue dans un cas comme dans un autre, ce qui manquait à l'épargne retraite jusque-là, qui était peut-être trop simplifié et qui n'attirait pas assez les Français. Christian, souscrire son PER en profitant de cet avantage fiscal et en puisant dans son assurance vie? Alors, tout à fait, ça peut être une bonne option. Il y en a une autre, effectivement, Stéphane rappelait que l'assurance vie peut être aussi un outil de prévoyance et on peut aussi utiliser le PER comme outil de prévoyance. Exemple type, c'est un chef d'entreprise dont l'épouse ne travaille pas, mais ça peut être l'épouse qui souscrit, le PER qui est alimenté par son mari. Le couple profite de la réduction d'impôt et si jamais la principale source de revenus du couple, c'est-à-dire monsieur dans le cas présent, disparaissait, madame profiterait de ce PER dans lequel elle pourrait puiser au moment de sa retraite, passé 65 ans. Alors attention, dans ce type de montage, de prévoyance, très utile et parfois conseillé, il faut savoir il faut être sûr de soi, parce qu'en cas de séparation, en cas de divorce, madame peut partir avec le magot. Voilà, pour terminer sur madame une petite ou monsieur, note d'humour. le conjoint. On va pas genrer tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure. Christian Fontaine depuis Le Revenu, Stéphane Van Nuffel en plateau pour Net Investissement. Vous répondrez tous les deux aux questions des auditeurs. Dans un instant, un détour par les marchés et puis le face-à-face du jour. On aura en plateau Louis de Montalembert et Véronique Riche-Flores. À tout de suite.